Écoutez, en tout cas, je remercie de l'économie, donc partie des priorités du gouvernement de transition. Je l'avais dit en introduction que les deux premières missions, c'est la reconquête du Nord et l'organisation des élections, mais évidemment, la relance de l'économie fait partie, après cela, des missions prioritaires. Comment le faire? Dans le plan d'action de la feuille de route, nous avons identifié plusieurs mesures ensemble. Ce document-là va être publié quand il aura été arrêté définitivement. Mais je voudrais dire que globalement, il s'agit pour le gouvernement de créer les conditions pour un exercice de l'activité économique par le secteur privé. Globalement, c'est de cela qu'il s'agit. Bon, je crois qu'il y a toujours eu un débat entre les opérateurs économiques, les économistes, quant à ce que doit faire l'État pour fouetter l'économie. Est-ce que l'État lui-même doit faire, comme l'a demandé M. Achkar, mettre en place de gros financements directement aux entreprises, ou est-ce que l'État doit se contenter de créer toutes les bonnes conditions et laisser les opérateurs économiques se mouvoir dedans dans le cadre d'une concurrence saine? Personnellement, je suis plutôt partisan de cette formule. En tout état de cause, le gouvernement de transition n'a vraiment ni les moyens ni le temps de faire des choses spectaculaires dans les domaines que vous souhaitez. On n'a ni les moyens ni le temps. Peut-être du reste, vaut-il mieux, par rapport à certaines grandes décisions, laisser un pouvoir plus légitime le faire. Par contre, nous avons hérité d'une situation où déjà l'État était fortement endetté vis-à-vis des entreprises. Et 2012 n'a rien arrangé, les choses se sont au contraire empirées. Et dans les discussions que nous avons aujourd'hui avec les partenaires, et une mission du Fonds monétaire était ici, ils ont quitté seulement hier, et avec eux, nous avons discuté de la manière dont nous envisageons d'utiliser les très importantes ressources que mettent les partenaires du Mali à la disposition du Mali. Et justement, un des plus importants usages que nous allons faire de cela, c'est de payer les arriérés dus par l'État aux entreprises. Je vous dis quelques exemples. L'État va, en 2013, subventionner l'énergie du Mali pour 40 milliards de francs CFA. Donc ça répond en même temps à la question sur l'énergie. La question sur l'énergie tient à cœur au gouvernement. Nous sommes convaincus que si le secteur énergétique ne marche pas, quel que soit ce que nous faisons ailleurs, rien ne marchera. Rien ne marchera. Et notre partenaire, le Fonds monétaire international, nous a dit, lui aussi, ou vous prenez les mesures pour que l'énergie du Mali marche par elle-même, ou vous payez le carburant pour l'énergie du Mali, sinon il n'y aura pas d'économie. Et nous sommes d'accord avec ça. Donc l'État du Mali, jusqu'ici, paye par année une subvention de 20 milliards à l'énergie du Mali. En 2012, nous avons augmenté de 10 milliards, donc on en a payé 30. Et en 2013, nous paierons 40 milliards. Mais en 2013, nous allons faire autre chose. Nous allons prendre des mesures draconiennes pour inverser les choses. Je suis personnellement convaincu que cette période de transition est la meilleure pour prendre les décisions les plus douloureuses, parce que nous n'avons aucun mandat à défendre, ni aucun mandat à renouveler. Alors, nous prendrons les décisions, même si elles sont difficiles. Bon, à la fin de la transition, nous partirons, chacun sur son chemin, et nous allons changer les choses. Nous allons arrêter d'avoir un courant. Moi, je travaillais dans le secteur rural avant de venir
par un pur hasard au ministère des Finances. Et dans le secteur rural, j'ai vu une chose dans les années 80, c'est que l'État, depuis l'indépendance, l'État du Mali, depuis l'indépendance jusqu'aux années 80, a toujours fixé lui-même le prix du mil, du riz, du sorgho, et il les a toujours fixés en fonction de ce qu'il considère être le pouvoir d'achat des consommateurs ici, au lieu de la couverture du coût de production. Et nous avons donc toujours eu des productions déficitaires. Et à partir du début des années 80, nous avons eu des partenaires qui sont venus nous aider dans le cadre d'un programme qu'on appelait le programme de restructuration du marché céréalier, par lequel, chaque année, progressivement, on augmente un peu plus le prix d'achat aux producteurs, on augmente un peu le prix de cession aux consommateurs. Et bon, la différence quand même étant toujours négative, le PRMC couvrait. Et c'est comme ça que, petit à petit, on a fini par entrer dans une économie totalement libérale en matière de production et de distribution de céréales. Aujourd'hui, au Mali, d'une année à l'autre, cela peut arriver que, parce que la saison des pluies a été plus ou moins mauvaise, le prix soit un peu plus élevé, mais il n'arrive plus jamais au Mali que lorsque vous avez votre argent et que vous partez au marché, vous manquez de mil, de sorgho, de maïs ou de riz. Or, c'est bien cela qui arrivait il y a 30 ans avant le PRMC. Alors, c'est la même chose qui doit arriver dans le domaine de l'électricité. Il faut que le prix auquel le consommateur achète son électricité couvre le coût de production de l'électricité, et même avec une marge, pour que cette marge-là soit investie par Énergie du Mali pour développer le réseau. Et c'est seulement dans ces conditions-là que l'énergie finalement reviendra moins chère, au lieu des prix trop bas, artificiellement trop bas, qui ne couvrent pas les coûts et qui conduisent au déficit que nous vivons aujourd'hui et au délestage. Il faut arrêter ça. Et c'est la volonté du gouvernement de transition. C'est la volonté du gouvernement de transition d'arrêter les distorsions totalement impossibles, irrationnelles, comme la subvention que nous sommes en train de faire au gaz butane. Le gaz butane est en République du Mali utilisé par moins de 2% des ménages. Et jusqu'au 31 août dernier, la bouteille de 6 kg de gaz butane, dont le coût de revient est de 6 000 francs, la ménagère payait cette bouteille-là à 2 500 francs, l'État payait les 3 500 autres. Et ça veut donc dire que c'est la ménagère dans mon village là-bas qui fait la cuisine avec la bouse de vache, qui paye pour que mon épouse n'ait pas la fumée dans les yeux. Ce n'est pas normal, il faut arrêter ça. Quand nous l'avons dit, certaines personnes ont dit attention, la subvention du gaz, c'est pour préserver l'environnement. Je suis tout à fait convaincu que l'élasticité prix de la consommation de gaz est parfaitement inélastique. Ça veut dire que même si on supprime totalement la subvention sur le gaz, la même quantité de gaz va continuer à être consommée. En tout état de cause, si nous avons une volonté de préserver notre environnement, ce n'est pas en remplaçant le bois par le gaz, on n'a pas ces moyens-là. Et nous avons d'autres moyens de préserver notre environnement. Bon, alors donc, c'est une digression que j'ai faite. Donc, l'État, en 2013, va payer 40 milliards de subventions à l'énergie du Mali, il va payer 35 milliards de subventions sur les intrants agricoles. L'État va financer un total de près de 300 milliards d'investissements publics, c'est-à-dire tous les projets, les grands projets d'investissement qui ont été abandonnés en 2012, ils vont tous reprendre. Sur ces 290 milliards, il y a 120 milliards qui vont être financés sur ressources intérieures et donc 170 milliards qui vont être investis sur ressources extérieures, donc sur l'appui extérieur. Ça veut donc dire que tous les grands projets vont être relancés. Les grands projets, c'est justement la croissance, c'est ça les emplois et tout ça. Et tout ça là est dans le budget 2013 repris. Dans le budget 2013 initial déjà, nous prévoyions
de reprendre certains projets. Et puis maintenant, avec les nouvelles annonces qui nous ont été faites, je vous ai dit, donc nous sommes en discussion avec nos partenaires. Il y a eu cette mission du FMI qui a quitté seulement hier. Le vice-président de la Banque mondiale va venir au Mali. C'est un grand coup, ça. Le vice-président de la Banque Afrique de la Banque mondiale vient au Mali pour venir encourager le gouvernement du Mali. La Banque mondiale met beaucoup d'argent. Je profite de l'occasion pour la remercier et remercier le directeur des opérations qui est ici. Le vice-président vient. Et tout ça, là, c'est un soutien extraordinaire pour notre pays. Il faut que nous tous, les opérateurs du Mali, c'est-à-dire les opérateurs économiques, l'État est un opérateur économique, l'État et le secteur privé, que nous nous mettions ensemble pour que cette chance que nous avons, on ne va plus jamais avoir tout le monde mobilisé en faveur du Mali, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est le monde entier qui est mobilisé pour le Mali. Ça a commencé d'abord sur le plan politique, sur le plan militaire. Sur le plan militaire, tous ceux qui étaient contre l'intervention militaire au Mali sont aujourd'hui pour. N'est-ce pas, Excellence? Absolument. Voilà. Tout le monde est pour aujourd'hui et c'est le monde entier qui a traité de. Sur le plan économique, c'est la même chose. La même chose. Et donc, ces ressources-là, nous devons les utiliser de manière rationnelle, en profiter pour reconstruire le Nord, mais il ne faut surtout pas considérer, et c'est un appel que je lance à mes collègues ministres, à tous les agents de l'administration qui vont écouter, il ne faut pas que quelqu'un croie que parce que nous avons beaucoup d'argent, ça suffit que, bon, on peut augmenter un peu les crédits de fonctionnement. On n'augmentera pas les crédits de fonctionnement, hein. On va investir pour relancer l'économie, on va investir pour reconstruire. Nous allons donc, en 2013, payer, sur le papier qu'on m'a fait ici, 15 milliards pour le paiement des mandats impayés, 10 milliards pour l'appui à la trésorerie pour le paiement d'arriérés, 7 milliards 6 pour le paiement des factures des importateurs de gaz butane, 6 milliards 5 pour éponger. Donc, nous allons payer beaucoup d'arriérés et de mon point de vue, cela va permettre aux entreprises de respirer. Il y a un papier pour moi. Cela va permettre aux entreprises de respirer et de relancer leurs activités. Il y a les entreprises du secteur textile qui emploient beaucoup de personnes. Et chaque année, l'État accepte d'acheter le coton avec la CMDT. La CMDT est une entreprise dont la gestion est très carrée. Ils refusent de donner leur coton à qui que ce soit, sauf si vous payez le prix, et c'est très bien comme ça. Et donc, lorsque l'État veut que le coton soit donné aux entreprises nationales qui utilisent le coton à bas prix pour que cela relance ces activités-là, c'est l'État qui paye. L'année dernière, nous avons payé 2 milliards. Cette année, nous allons payer encore 2 milliards pour ces entreprises-là. L'État va payer combien 40 milliards, 30 milliards déjà prévus dans le budget initial, soit 40 milliards. L'État va payer 40 milliards de crédits TVA. Ça veut donc dire que les entreprises qui payent la TVA et qui font des réclamations, nous avons l'habitude d'accumuler des arriérés par rapport à cela. Nous avons décidé de faire des efforts importants. Dans tous les cas, et donc je souhaite que les opérateurs le notent, dans tous les cas, nos engagements vis-à-vis du Fonds monétaire, qui est un bon ami du Mali, le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont vraiment nos plus grands amis. C'est important pour moi, ministre des Finances, de le dire parce que, écoutez, dans notre pays, nous avons pendant longtemps injustement considéré le Fonds monétaire et la Banque mondiale comme étant nos ennemis, comme étant ceux qui viennent imposer des solutions mauvaises à notre pays, créer des licenciements et tout ça. Non, cela n'est pas du tout vrai. Dans tous les cas, si vous avez la gangrène dans le pied, si vous ne coupez pas, la gangrène monte. Et ils ne font que nous montrer ce chemin-là. Et donc, entre le Fonds monétaire et nous, il est convenu qu'en 2013, il ne va pas y avoir de nouvelles accumulations d'arriérés et en plus, nous allons payer pour les arriérés passés. Bon, alors, en ce qui concerne effectivement le harcèlement dont... alors, j'annonce tout de suite que l'ADIT, donc j'avais
dit ça dans mon allocution à l'ouverture de la session du Conseil économique, social et culturel, que la dite allait être supprimée. La dite a été supprimée. À tout très fort. Et puis donc dans l'annexe à la loi à la loi des finances 2013, nous avons annoncé d'autres mesures, donc les réductions de l'impôt sur les sociétés, du taux de plus-value sur les cessions immobilières, tout ça là a été réduit. Donc il y a une série de mesures d'allègement en faveur des entreprises. Alors donc, je ne dis pas que je suis contre si l'État en avait la possibilité, que l'État, au lieu de se contenter d'investir 300 milliards dans le BTP, qu'il en investisse 10 fois plus, 3 000 milliards, si nous en avions la possibilité, on l'aurait fait. Mais je pense que le fait de mettre 300 milliards d'investissements publics et d'alléger les taux de certains impôts, d'annuler l'ADIT, de subventionner les intrants agricoles, parce que l'agriculture est le point de départ de la croissance dans notre économie, je vais y revenir. Alors tout ça là, effectivement, contribue à relancer l'économie. Bien sûr, si nous avions plus de moyens, on ferait davantage. Et donc, en tout cas, je pense que tout ça là va suffisamment préparer le terrain pour que le président de la République qui va être élu, là, il va nommer son gouvernement, que son gouvernement trouve l'économie du Mali en bien meilleure posture que ce que nous avons trouvé le 24 avril 2012. L'agriculture est importante pour l'économie du Mali. Vous savez que à la mise en place du gouvernement de transition, nous avons fait les premières estimations de l'effet de la crise et nous sommes arrivés à la conclusion que le taux de croissance en 2012 était de moins 3%. Alors, les prévisions initiales en 2012 c'était 5%, et puis en définitive au mois de mai, quand nous avons calculé, nous avons fait la projection, notre conclusion était que nous aurions été au 31 décembre à moins 3%, ça veut donc dire que nous serions tombés de 8 points. Et puis 20, la campagne agricole 2011-2012. Alors la campagne agricole, c'est toujours sur 2 années. Bon, mais les économistes, les statisticiens économistes ont leur manière à eux de répartir les bienfaits entre les 2 années. Quand la partie 2012 de la campagne agricole 2012-2013 a été ajoutée, voilà que notre taux de croissance est monté. Il est passé de moins 3% à moins 1,2%. Donc c'est presque nul là. Enfin, donc ça veut dire que la crise, le taux de croissance a été beaucoup moins mauvais qu'on l'avait passé. Tout cela est dû à l'agriculture. Et c'est pour cela que l'investissement que l'État va faire va être essentiellement, enfin en tout cas en grande partie dans l'agriculture. L'agriculture occupe une place très importante dans les priorités du gouvernement. Alors donc, j'ai dit que le monde entier est au pied du Mali pour nous aider. Non seulement ils sont donc revenus un à un. Vous savez que, par exemple, au titre de l'année 2013, il y a ceux qui sont revenus directement à l'aide budgétaire générale, habituelle, comme la Banque mondiale, comme la BAD, comme l'Union européenne. Mais même ceux, et c'est vraiment extraordinaire ce qui arrive, même ceux dont les parlements sont les plus difficiles, qui n'acceptent pas que l'aide budgétaire générale reprenne tant qu'il n'y a pas d'élection, même ceux-là se sont organisés pour trouver des formules pour nous faire l'aide budgétaire sans l'appeler aide budgétaire. On a créé... Non, oui, c'est vrai. On a créé avec eux un fonds qu'on appelle fonds de stabilisation, à l'intérieur duquel nous choisissons certains postes du budget d'État, les dépenses scolaires. Bon, on prend les dépenses scolaires, on les met dans le fonds de stabilisation et ils financent le fonds de stabilisation. C'est pas l'aide budgétaire, ça? Voilà. Alors, donc, c'est ça que nos partenaires font pour nous. Et vraiment, je souhaite transmettre
à toute cette salle mon très très grand enthousiasme par rapport à la très très grande générosité dont le monde fait montre à l'endroit du Mali, mais surtout que nous, Maliens, prenions conscience qu'on ne peut pas avoir de chance comme ça plusieurs fois dans la vie. Et donc, c'est l'occasion pour nous, ou jamais, de définitivement repartir. Et définitivement repartir, ça veut dire profiter de cette occasion, maintenant qu'on a les marges, pour prendre les mesures de réforme les plus sévères. Donc, quand nous allons augmenter le prix de l'électricité, il faut que vous acceptiez. Quand nous allons augmenter le prix des hydrocarbures, il faut que vous acceptiez. Quand nous allons augmenter le prix du gaz, il faut que vous acceptiez. Quand nous allons vous demander de payer vos impôts normaux, il faut que vous acceptiez. Mais lorsque une entreprise se considérera victime de harcèlement fiscal, je suis là pour dire aux impôts, arrêtez. Bon, alors donc, c'était les quelques mots que je voulais dire à ce stade de la discussion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Parfait. La crise. Et comment s'en partir au-delà. Et je crois que mon collègue français s'est très bien prononcé sur les mesures qu'il faut dans la période intérimaire pour mener à bien cette période. Mais je crois, donc moi, je vais plutôt me concentrer sur la période après la crise. Parce que même s'il faut absolument très bien féliciter le gouvernement intérimaire et surtout mon collègue à gauche de la bonne gestion dans cette période, il faut admettre que c'est vraiment après le gouvernement intérimaire qu'on sera vraiment sorti de la crise, n'est-ce pas? On s'est beaucoup plaint de, bon, est-ce que les taux d'intérêt ne sont pas trop hauts? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt, d'investissement? Et tout le monde sait, c'est parmi les premières choses qu'on apprend en tant qu'étudiant des sciences économiques, que et les banques, et les investisseurs, et les partenaires économiques sont tous lâches devant l'incertitude. Et c'est pour ça que les taux d'intérêt sont un peu hauts, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'investissement. Donc, il faut vraiment penser, je crois, vous, les opérateurs économiques, de comment construire cette période d'après-crise, c'est-à-dire après le gouvernement intérimaire, après les élections, pour encore construire l'économie malienne. Et ça ne touche pas uniquement les façons d'investir, les façons de gérer l'économie, mais vraiment c'est toute une discussion sur la culture démocratique et de gouvernance dans ce pays. Et dans toute la société civile, toute la société économique, tous les partis politiques, tous les citoyens devront avoir une voix. Quand ceux qui ont peut-être vu mes remarques à l'occasion du 4 juillet l'année dernière, j'ai dit que dans une démocratie qui fonctionne bien, quand on voit des choses qui ne vont pas, c'est le devoir de chaque citoyen de le remarquer et quand on voit qu'il y a des défauts, d'agir de façon paisible et constructive pour le corriger. Et c'est peut-être ce qui a manqué dans ce pays dans la période précédente, de ne pas contrarier, de ne pas critiquer, de ne pas agir quand on a vu des choses qui ne plaisaient pas et qui faisaient des doutes. Donc c'est ma charge à vous tous, qui sont des voix très très importantes, les opérateurs économiques qui ont une voix et une force tellement importante qui dépasse même toute l'aide de développement. C'est la force des Maliens, la force de son secteur privé qui doit être l'un des moteurs privés. Donc c'est avec cette pensée que je vous laisse, avec l'espoir et la certitude que l'esprit malien va bien servir ce pays au-delà, et j'aurai hâte de le voir. Et je vous remercie. Ces mots très amicaux. Je voudrais simplement, du point de vue de PTF, sans avoir là-dessus une concertation formelle avec les collègues, mais bon, revenir à deux mots qui me semblent deux mots-clés du débat et peut-être introduire un autre mot qui me manquait un peu dans ce débat jusqu'à maintenant.
Les deux mots, ce sont d'abord les deux mots clés qui ont été mentionnés, c'est d'abord la confidence, confidence des investisseurs, confidence des entreprises. Je crois ça va ensemble et ça va ensemble, comme l'a dit le collègue français, avec un État fort. Un État fort, ça veut dire quoi? Un État fort, au moins dans la perspective de l'Allemagne et aussi dans la perspective d'Allemagne après-guerre. Ça veut dire qu'on a un cadre régulatoire, juridique, qui rassure que toutes les entreprises, que tous les acteurs économiques ont les chances égales. Et ça, c'est très important et le gouvernement transitoire a fait du progrès dans ce sens, mais il faut continuer de travailler là-dessus, avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Là, je crois, on est largement d'accord, certainement avec le gouvernement transitoire et entre les partenaires techniques financiers. Maintenant, je voudrais dire quelque chose qui est peut-être un peu risqué, mais comme on est ici dans un cadre informel, j'ose d'être un peu courageux, c'est la question des priorités. C'est bien important d'avoir des priorités, c'est même plus important d'avoir des priorités dans des situations comme dans laquelle se trouve le Mali aujourd'hui. Ce qui me semble de manquer, je suis un peu prudent, ce qui me semble de manquer un peu dans les dialogues que nous avons comme partenaires techniques et financiers avec le gouvernement, mais aussi avec les autres acteurs, notamment le secteur privé, c'est un sens des priorités des Maliens. Alors nous, les partenaires, certainement, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'urgences du côté malien. Certainement, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'intérêts des partenaires techniques financiers. Mais je voudrais bien, je prends cette liberté, encourager le gouvernement malien d'être plus déterminé en nous disant que sont vos priorités. Je crois que ça, c'est extrêmement important pour gérer une coopération qui évite peut-être des fautes et d'autres choses qui ont marqué le passé. Troisièmement, un mot qui m'a manqué dans le débat aujourd'hui, c'est un mot qui, et je trouve ça intéressant, est couramment très, en mode dans le débat politique dans le Mali, et c'est le mot de la décentralisation. Je crois qu'il faut, au moins je suis sous l'impression que le sujet du relancement de l'économie, il faut le voir aussi dans le contexte de la décentralisation. Malheureusement, à cause de la situation qu'on est dans le Mali aujourd'hui, je n'ai pas eu la possibilité, étant venu ici en août l'année dernière, de faire beaucoup de voyages. Mais les voyages que j'ai pu faire me semblent avoir indiqué que beaucoup d'activités économiques se centrent autour des villes à moyenne taille, etc., formelles et informelles. Donc, je suis très heureux qu'il me semble qu'existe aujourd'hui dans le Mali un renouvellement du débat autour de la décentralisation dans la perspective de renforcer la décentralisation. Ce qui me manque encore un peu dans ce débat, et je crois là, il y a un vrai rôle aussi du secteur privé et des PME et d'autres, de voir ensemble une réforme ou un renforcement de la décentralisation avec un lancement économique. Voilà les trois remarques que je voulais dire. Merci beaucoup. Pour redresser la situation budgétaire, je me rappelle qu'au mois d'avril, on nous a présenté des scénarios très catastrophes pour la suite des événements. On s'attendait à ce que les salaires ne soient pas payés. Et maintenant, des mois après, nous nous rendons compte que la gestion a été très bien faite et les règles de la bonne gouvernance ont été bien respectées. Donc, vraiment, le Mali aujourd'hui passe, comme vous venez de le souligner, donc des horizons un peu sombres à des horizons vraiment prometteurs.
et l'optimisme est vraiment permis. Et je vous en félicite encore une fois et à travers vous, le gouvernement malien. Donc, j'ai entendu les interventions des experts, chacun en son domaine, et je voudrais dire que vraiment un modèle économique donc d'ensemble se dessine clairement, et je voudrais tout simplement dire que apparemment deux piliers se dessinent déjà. Il y a celui qui concerne les mesures d'urgence à prendre relatives à la gestion de la crise actuelle et comment s'en sortir. Et puis, il y a des mesures à prendre à long terme. Et là, je pense qu'il va falloir concilier à la fois la gestion, les besoins de la gestion des urgences, c'est-à-dire de la crise, et les besoins vraiment de s'ouvrir sur le long terme par des projets structurants, par des projets qui offrent de l'emploi, par des projets qui génèrent les richesses et par des projets aussi qui permettent à ce pays donc de se placer vraiment dans la posture d'un pays émergent. Et je crois que ce pays dispose de tous les atouts pratiquement pour avancer et pour aller plus loin. Je crois qu'au-delà de cette crise qui a été un accident qui peut arriver à n'importe quel autre État, je crois que le pays pourrait vraiment s'en sortir et aller de l'avant. Je parlerai aussi des priorités. Je crois que l'emploi, bien entendu, et la formation, je crois que c'est la priorité qu'il va falloir privilégier, mais aussi gérer aussi les problèmes du réaménagement territorial. Je crois que par exemple, le Nord, les régions du Nord doivent être désenclavées vraiment, et les échanges entre le Nord, les échanges physiques entre le Nord et le Sud doivent être vraiment améliorés à travers les routes, à travers les infrastructures, des aéroports et tout ça. Je crois que ça va permettre vraiment un échange au quotidien entre le Nord et le Sud. Et je crois que le privé, les banques, tout le monde est appelé à apporter sa contribution. Et cela dans le cadre d'un partenariat privé-public. C'est vraiment cela dont il s'agit pour avancer, parce que ni les pouvoirs publics ni le privé ne peuvent agir seuls. Donc il va falloir vraiment stimuler cette synergie entre le privé et le public. Merci. Après avoir écouté tous ces brillants intervenants, je rejoins l'ambassadeur d'Allemagne sur un point essentiel. L'économie, c'est la confiance. Il n'y a pas de transaction sans confiance. Hélas, les Maliens n'ont pas toujours donné confiance à nos partenaires. Donc, quel que soit ce qu'on va dire, les gens n'amèneront pas d'argent, si nous n'avions pas de comportement responsable. Ça, c'est le premier point. Et cette confiance, on l'a vu sur 2 points. Le banquier Moussa Hassan, brillant banquier, a dit quand on a essayé d'avoir 12 milliards, une première fois, on n'a pas eu. Quand on a voulu avoir 21, après on a eu à cause de la confiance. Mais cette confiance vient essentiellement des hommes et essentiellement du ministre de l'économie et des finances. Donc ça nous amène au cœur du problème, les ressources humaines. Tout ce qu'on va faire dans ce pays, si on n'aura pas des hommes de qualité, on aura beaucoup de mal à s'en sortir. Je suis content de voir les messages de notre ami l'ambassadeur du Maroc. Il n'y a rien dans la vie sans espoir. Mais pour espérer, il faut aussi avoir des comportements exemplaires. Et ce qui va nous aider demain à nous en sortir, le premier point, c'est la valeur d'exemple des dirigeants. Et merci M. Tchénan, qui a été vraiment, pour moi, ça je le dis,
un dirigeant extraordinaire, parce qu'on ne le dira jamais assez. C'est par son comportement simple, digne, franc. Quelles que soient vos relations, si vous allez le voir pour arranger quelque chose, s'il ne peut pas, il vous dit franchement, ce n'est pas possible. Mais avec la manière. Ainsi, il a rassuré les partenaires. Je vous demande vraiment de l'applaudir pour ce calcul. Mais il n'y a pas un pays, aucun pays seul ne peut s'en sortir. Pour que nous arrivions là où nous sommes, il a fallu des partenaires, des gens qui nous ont aidés. Et je me permets personnellement de vous le dire parce que j'ai eu la chance de côtoyer l'ambassadeur, mon ami Christian Boyer, qui a été digne pendant ces moments difficiles et qui nous a aidés à nous en sortir. Donc je me demande aussi de l'applaudir. Merci beaucoup à la France pour ce soutien inestimable. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'on doit remercier nos amis du REAO et le secteur de l'entreprise qui, pendant longtemps, n'ont pas baissé les bras.